Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Enfance et langage. Collection dirigée par Jérémy Sauvage. La collection Enfance et langage a pour but d'éditer des textes dont l'objet portera sur le langage enfantin, de façon générale. Deux dominantes coexisteront. Le développement langagier, du bébé à l'adolescent, en langue maternelle, étrangère, en situation unilingue ou plurilingue. L'enseignement des langues dans tout type de situation, français langue maternelle, française langue seconde, français langue étrangère, didactique des langues étrangères. Un intérêt particulier sera porté aux ouvrages faisant le lien entre développement langagier et enseignement des langues. L'approche disciplinaire de ces sujets sera alors très variée: psychologie, sociologie, sciences du langage, sciences de l'éducation, didactique, anthropologie. Les textes édités pourront être issus de travaux universitaires, doctorats, habilitation à diriger les recherches, mais ils pourront également constituer un essai monographique, les actes d'un colloque, un ouvrage collectif sur un thème ou une approche scientifique particulière, un bilan de recherche intermédiaire ou finale, etc. La ligne éditoriale générale peut donc se définir simplement par étude des rapports entre le langage et les enfants. Dernière parution. Frédéric Miquel. Quand les élèves nous élèvent. De nouvelles voies éducatives, 2020. Serge Martin. Poétique et didactique de la voix, avec la littérature de jeunesse. Le racontage de la maternelle à l'université, 2015. Nathalie Auger et Christina Romain, accent aigu DS. Violence verbale et école, 2015. Corinne Gomila et Dominique Hulma, accent aigu DS. Le verbe en toute complexité, 2014. Emmanuel Canu, Natacha Espinoza et Martine Vertalier, accent aigu DS. Linguistique de l'acquisition du langage oral et écrit, 2014. Sophie BriquetduhazE. La conscience phonologique au cycle 3 de l'école primaire, 2013. Christiane Prenneron, édition. Langage et autonomisation enfantine, 2013. Claire-Lise Bonnet, Madeleine Demoret, José Ticone, Isabelle Zutter. Mots en scène. 5 expériences didactiques en classe primaire et secondaire, 2012. Jean-Louis Schiss. L'écrit, la lecture et l'écriture, théorie et didactique, 2012. Jérémy Sauvage et Françoise Demougin, accent aigu DS. La construction identitaire à l'école. Acte du colloque international, 6 au 8 juillet 2009-2012. Comité scientifique. Collection créée et dirigée par Jérémy Sauvage. Stéphane Colognessi, Université de Louvain SSHPHP. Olivier Dezutter, Université de Sherbrooke-Clay. Mathieu Gagnon, Université de Laval CRIFPE. Angélique Laurent, Université de Sherbrooke-Clay. Martin Lépine, Université de Sherbrooke-Clay CTREQ. Eline Kirsti Lireikera, Université de Stavanger. Vijayan Monsieur AGNESWARAN, Université de MAE-LIRDEF. Kamal OUQUA, IRCAM de Rabat, CRDPP. Marielle RISPAIL, Université de Saint-Étienne-Sélec, Dachana Vlad, Université d'Oradé, Sylvain Oignon, Université de Montpellier LIRDEF, CEDRHE. Remerciements. Nous sommes reconnaissants à l'Université de Montpellier et notamment la Faculté d'éducation, FDE, ainsi qu'à l'Université de Sherbrooke, au collectif Clé, à la MAIF et la MGEN pour leur soutien. Acquisition, socialisation et scolarisation, des transitions et des usages. Julie Mire-Bisaillon et Frédéric Tortera. 1. Présentation générale. Le passage de la petite enfance à l'enfance ne se réduit évidemment pas à un intervalle de quelques semaines au cours desquelles tout, pour ainsi dire, prendrait forme, entre accent éducabilité, socialisation et acquisition. Concrètement, ce sont de multiples transitions, plus ou moins brèves, quelquefois paussales ou régressives, qui permettent à l'enfant de devenir un élève, ou plus exactement de s'ouvrir à des apprentissages proprement pédagogisés. Particulièrement sensibles, ces moments qui s'étalent sur des mois et couvrent, comme on peut facilement le présumer, des périodes très variées selon les sujets,
ne sont aucunement le seul fait du secteur scolaire. Outre le contexte familial, les milieux de la crèche, des gardes d'enfants et leurs équivalents contribuent, chacun à sa mesure, à concilier la bienveillance due à ces âges et les premières exigences de la pré-scolarisation. D'un seuil à l'autre, ce sont les manières dont se travaillent de telles transitions en contexte socio-éducatif qu'interroge le présent volume, lequel est issu d'une collaboration franco-québécoise initiée sur ces thématiques en 2018, avec dans l'ensemble une vingtaine d'auteurs ES exerçant respectivement à Montpellier, Sherbrooke, Montréal, Nancy, Marseille et Trois-Rivières. Ces derniers ES se sont plus particulièrement emparés ES des initiatives en partie émergentes, et pour certaines alternatives, susceptibles de favoriser l'expression du jeune enfant ou pour ainsi dire son entrée dans l'univers du dialogue et de la discursivité. Sont donc présentées ici des initiatives conjointes impliquant tantôt les familles, tantôt les éducateurs-trices, tantôt les enseignants ES, ou tout ou partie d'entre eux simultanément, qui s'ingénient à accroître les capacités d'éveil et les habiletés langagières des jeunes enfants. Rassemblés autour des premiers apprentissages en éducation préscolaire, les contributions de l'ouvrage explorent ce qu'on appelle communément dans les pays francophones, les services de garde et les classes de maternelle, mais aussi des configurations plus spécifiques, telles que les classes passerelles, les réserves d'enfants et les ateliers d'éveil à la lecture et à l'écriture. En termes épistémologiques, les travaux concernés s'appuient sur les domaines de la linguistique de l'acquisition, de la didactique, de la pédagogie, tout en s'ouvrant selon les sections à des perspectives cognitives, multimodales et socioculturelles. À travers des exemples concrets, parmi lesquels les lectures partagées d'albums, les séances de motricité, les moments d'entrée des élèves dans l'écriture collective, les jeux coopératifs, les discussions à visée philosophique ou les échanges en maternelle avec des enfants sourds, les auteurs ES questionnent les configurations dans lesquelles l'enfant, proprement, apprend à parler à l'autre. Tandis que certains des supports examinés peuvent sembler routiniers, tels que les chansons, les comptines et les albums, d'autres, comme les récits de soi et les jeux de société, sont moins attendus, mais permettent aux contributeurs-trices, à des titres divers, de rediscuter la pratique et l'intervention, ou encore la formation des personnels, tout en égratignant au passage les logiques de performance, voire une forme d'idéologie scolaire peu adaptée à la petite enfance. 2. Les enjeux. Concrètement, une fois en collectivité, le jeune enfant entre dans une socialisation en partie influencée par des apprentissages mutuels et co-construits. Il y a beaucoup à dire sur les débuts de l'expression interindividuelle, avec ce qu'ils impliquent en termes affinitaires et linguistiques, mais aussi cognitifs, Tortera, 2012b, Tortera Blazin, Cross et Morel, 2019. Les habiletés correspondantes peuvent quoi qu'il en soit révéler autant d'acquis, des premières réduplications syllabiques, de type Baba, aux suites ordonnées de mots, avec ou sans pointage de la main, Veneziano 2000, Luc, Ritterfeld et Grimminger, 2017. En dehors de la famille, les acteurs qui accompagnent de tels apprentissages sur le terrain, qu'ils exercent dans les champs de l'éducation, du travail social ou de l'animation socioculturelle, en conviennent assez spontanément. Il s'agit d'amener le jeune enfant par des incitations régulières à passer de l'informulé au formulé. Et s'il est bien une manière d'envisager les transitions qui se manifestent entre le préscolaire, 1 à 3 ans, et les premiers temps de la scolarisation, c'est dans ces termes qu'elle se pose. Néanmoins, tout dans ce domaine peut devenir compliqué. En plus des questions d'intelligibilité, ce qui exprimé par l'enfant n'est pas forcément accessible, l'acquisition du langage se matérialise sur plusieurs dimensions, dont la conscience phonologique, mais aussi 2 formes d'expression, verbale et non verbale, et des gradients multiples pour ce qui concerne la discursivité. Qui plus est, les processus concernés sont à la fois multivariés, Tortera 2012a, et non linéaires, Udlo, Bernico, Veneziano et Musiol, 2010, Sauvage, 2015. Dans les faits, qu'est-ce que cela signifie ? Que ce que l'enfant exprime à la semaine N ne se manifestera pas forcément de manière analogue à la semaine N+1, et qu'il n'est pas garanti que d'une semaine à l'autre. Pour prendre cette mesure temporelle, ce qui a vraisemblablement été acquis se confirme. En outre, le travail permanent de celles et ceux qui participent de ces incitations à passer dans le formulé, qu'il s'agisse d'animateurs-trices en crèche, d'éducateurs-trices de jeunes enfants, de professeurs ES des écoles ou de bibliothécaires de quartier, demeure l'objet d'usage et de représentation plurielle, Udlo, 2007, Mirbisaillon et al.
2014, Canu, Masson et Leroy 2018, Wout 2018. Cette pluralité concerne les manières de procéder, bien entendu, mais également les formes d'acculturation à l'œuvre, et pour ce qui touche au quotidien scolaire de l'enfant, ce qui semble être ses capacités et ses difficultés. À cela s'ajoutent les processus spécifiques d'appropriation des formats éducatifs, comme les regroupements, les jeux coopératifs et les rondes. Pour tenter de concilier, par conséquent, une approche bienveillante des apprentissages dits premiers et les prérequis de la scolarisation, de nombreuses professions, issues de différents secteurs d'activité, témoignent de pratiques émergentes, pour certaines alternatives, pour d'autres envisagées comme militantes, qui vont jusqu'à reconfigurer la philosophie des formes d'accueil et de la formation des personnels concernés, mais aussi l'implication des familles. Dans de nombreux pays, les milieux d'accueil et de socialisation de la petite enfance se préoccupent d'emblée des liens qui s'établissent entre leurs pratiques et les exigences propres à l'école. Et vice-versa semble-t-il. En Europe comme en Amérique du Nord et plus particulièrement au Québec, on reconnaît de plus en plus l'importance de la période de la petite enfance comme fondement de l'éducation. Et il en est de même concernant l'apport des services éducatifs aux jeunes enfants, pour favoriser l'égalité des chances et la réussite de toute ES, CSE, 2012. En France notamment, il est question, depuis les années 1995 à 2000 et plus encore depuis 2013 à 2015, d'une école à la fois exigeante et bienveillante. Si l'on peut facilement admettre, sur ces sujets, une convergence de vues au sein des métiers de l'éducation et de la formation, cette orientation institutionnelle mérite toutefois d'être interrogée à l'épreuve tant des pratiques effectives que des apports de la recherche, Bélanger et Royer 2018. À ce titre et comme le rappelle Delahaye 2015, pour le secteur français, il importe d'engager des démarches pédagogiques, fondées à la fois sur l'exigence et la bienveillance, et qui font réussir les élèves en misant plus sur la coopération et la solidarité que sur la compétition, confère. Pio 2018-27. De manière analogue, au Québec, les recommandations des experts ES et décideurs ES, Gouvernement du Canada 2011, font régulièrement référence à l'importance de surveiller le bien-être et le développement des jeunes enfants, à la faveur notamment de pratiques et de démarches collaboratives. Selon l'OCDE 2009, le bien-être des enfants mesure leur qualité de vie à partir de 6 dimensions. Le bien-être matériel, le logement et l'environnement, l'éducation, la santé, les comportements à risque et la qualité de vie scolaire. Chaque dimension repose sur les normes internationales énoncées dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, UNCRC, 1989, et de nombreuses recherches internationales se fondent sur cette convention pour déterminer le cadre dans lequel évaluer le bien-être des enfants, UNICEF, 2007, Bradshaw et al., 2007. En ce qui concerne plus spécifiquement l'épanouissement de l'enfant à l'école, une grande partie des recherches récentes s'inscrit dans le cadre d'une conception multidimensionnelle et subjective du bien-être et de la qualité de vie, Guimard, Bacrot, Ferrière, Florin et Godonville, 2017. Considérant que les élèves sont plus à même de décrire leur vécu scolaire, ces travaux appréhendent la qualité de vie à l'école sous l'angle de la perception qu'ont les enfants de leur quotidien dans ce contexte, Coudronnière, Bacrot, Guimard et Florin 2015, Elmore et Hubner 2010. Bien que ces notions posent toujours de nombreux problèmes de définition, Belfi-Gousse, Defresne et Van Damme 2012, Garcia-Basseté, Marande-Perrin, Schneider et Blanchard 2014, un accord semble se dégager pour considérer le bien-être comme renvoyant à la dimension subjective de la qualité de vie. À ce titre, le bien-être subjectif correspond à l'évaluation cognitive et affective faite par l'enfant de son niveau de satisfaction dans les différents domaines de sa vie, y compris à l'égard des expériences vécues à l'école, Hubner, H. et Laughlin, 2001, OCDE 2009. 3. Orientation. Le volume constitue donc l'occasion d'interroger les démarches et les pédagogies spécifiques à ces transitions, de celles qualifiées d'ordinaires à celles en particulier, dites émergentes pour le développement langagier et le bien-être des enfants. Le développement langagier a cette particularité d'être essentiel à la compréhension dans tous les domaines d'apprentissage, Davio, 2011, Mir Bisaillon et Chalifou, 2020, et d'ainsi contribuer au bien-être évoqué. Il permet d'entrer en relation avec les autres, contribuant ainsi au développement social,
mais aussi d'établir des liens entre des éléments divers contribuant au développement cognitif, MFA 2014a. Traités sans détour par les auteurs TES du présent volume, ces points et thématiques de recherche sont répartis en 3 sections. La première établit ce que peuvent apporter dans ce domaine les dispositifs, en tout ou partie expérimentaux, conduits en collaboration, avec les contributions de Frédéric Tortera Montpellier, puis de Julie Mir-Bisaillon, Annie Chalifou et Geneviève Rivard Sherbrooke, ainsi que d'Hélène Turgeon Montréal. La deuxième rassemble Frédéric Marie Pro Nancy, Brahim Azaoui, Montpellier, Annie Charon et Brigitte Gagnon Montréal, Sandrine Basile et Hélène Marquier-Dubier Perpignan, ainsi que Séverine Audebourg et Sylvain Connac Montpellier pour questionner les données de l'expérience proprement dite à travers les liens que l'empirie permet de tisser entre socialisation, éducation et formation. La troisième section permet pour sa part de montrer comment ces questionnements documentent directement les approches alternatives, avec les contributions de Jean Astier Marseille, Yves Soulet et Valérie Player, Montpellier, Catherine Dupuis Montpellier puis Françoise Morel et Sandrine Lowe Montpellier. Suivi d'une postface de Martine Dreyfus Montpellier, les différents chapitres valorisent tous, sans présupposer, la part d'initiative qui concilie recherche, pratique de terrain et commande sociale au service de l'enfance. Collaborer pour expérimenter. De l'informulé au formulé, ce que nous apprend la linguistique de l'acquisition. Frédéric Tortera. 1. Présentation du propos. Les recherches en linguistique de l'acquisition ont montré que chez les enfants, la production de combinaisons ordonnées de mots apparaît de manière récurrente, le plus couramment à partir de 20 à 26 mois, Euler 2000, Morgenstern et Paris 2007, Martel 2009a, Martel et Dodan 2012, Ox et Schifflin 2017, Faro Vasic et Inman 2020. Ces assemblages précèdent souvent de peu les formulations à part entière, ainsi que l'emploi et le réemploi par les apprentis ES locuteurs-trices, de marqueurs tels que et, après, moi, je, alors ou là par exemple. Autant d'éléments concrets qui révèlent à leur mesure une diversité de plus en plus manifeste de conduites discursives. Dans ce domaine, une observation assidue de leur expression spontanée permet d'aborder ce qui varie d'un enfant à l'autre, mais également ce qui varie chez un même enfant. Bien que la seule question des variations intra-individuelles représente en soi un matériau significatif. Saada Robert et Favrel, 2001, Bassano 2005. En termes empiriques, le fait que le développement langagier coïncide avec les premiers apprentissages socialisés constitue une donnée importante. À cet égard, l'organisation discursive en production fournit un ensemble d'indicateurs pour l'analyse des verbalisations enfantines, Nigno et Snow, 1999, Bernico, 2005, Tortera 2010A, 2012A, Hickman, 2000, 2003, 1996-2017. Dans ce domaine d'acquisition, les approches mises en œuvre se basent régulièrement sur un panel de variables ouverts, laissant de ce fait une certaine marge d'initiative pour la recherche, mais aussi pour les réponses que cette dernière peut fournir aux acteurs du monde socio-éducatif. Comme le résume Lénard et Perdu, 2004/85, concernant plus particulièrement la tradition fonctionnaliste en linguistique. Celle-ci maintient que pour comprendre l'outil de communication humaine qu'est le langage, il faut analyser l'interaction entre ces différents niveaux d'organisation, phonologie, morpho, syntaxe, lexique, et des contextes d'utilisation effective. De nombreuses études confirment un rendement indiscutable pour ce dont témoignent dans ce cadre les configurations interlocutives, et donc discursivement orientées. Sur ce plan, de nombreux ces auteurs ES conviennent d'habiletés remarquables, Veneziano et Sinclair 1995, Heisenberg et Hall 1998, Hickman 2001, notamment à travers des praxis dialogales, Bernico 1992, Banks-Letté 1999, Dupont et Grandati 2016. Selon Nigno et Snow 1999/350. Linguistic Theory Associated with the Use Conditional Viewpoint are called functional rather than formal, E.G., Dick 1978, Hallyday 1985. A generalization, such theories see linguistic form, words grammar,
A tools for the purpose of communication, namely, set of subordinate units to be made use of in the construction of déchiffrables messages. Certains parmi les travaux concernés précisent dans quelle mesure l'interlocution exerce l'appropriation par les enfants d'un lexique grammaire dynamique, en particulier quand les jeunes locuteurs-trices commencent à produire des constructions verbales tout aussi intransitives que ambi-transitives. Karmilov et Karmilov-Smith, 2001, Kyle Boisbieu et Coulot, 2005, Bassano, 2005-2008, Fortera, 2014, Fayol et Kyle, 2015, et se saisissent de l'information macrosyntaxique dans leur compréhension de ce qui est formulé. Snow et Ferguson, 1977, Bassano, Maillochon et Aimé, 1998, Tomasello, 2000, Bucciarelli, Cole et Barra, 2003, Barrett, 2017. Pour autant, tandis que ces études s'appuient pour beaucoup sur des relations duelles, en documentant comment les enfants adaptent leur production discursive vis-à-vis de tel ou tel interlocuteur. Snow, 1977, Veneziano et Sinclair, Opsy. Frank et al., 2009. L'un des enjeux consiste à étendre l'empirie à d'autres périmètres sociaux. En la matière, les contextes préscolaires incluant des groupes restreints d'enfants 10 à 15 permettent à plusieurs titres d'en envisager les dimensions multimodales et plurilinéaires confèrent. Beazawi dans ce volume. En parallèle, il est établi qu'une approche longitudinale des acquisitions verbales touchant une population significative d'enfants nécessite dans le même temps d'impliquer plusieurs catégories d'acteurs. Les milieux de la crèche et de l'école préélémentaire s'imposent donc d'eux-mêmes, qui plus est avec la possibilité que représente en France, depuis les années 1990, l'ouverture des classes aux enfants de 2 à 3 ans voire moins, les dites très petites sections de maternelle ainsi que les classes passerelles Villain et Gossot 2000, Tortera, Blazin, Cross, Jarige et Morel 2019. Le caractère écologique de cette extension empirique consiste en l'occurrence à examiner comment les intervenants ES sont amenés à favoriser l'acquisition du langage chez des enfants qui s'approprient, plus ou moins spontanément, ces multiples traits linguistiques, confèrent. Coletta, 2004, Bernico 2005, 2006, Golinkov et Hirsch-Pasek 2008, Perrault 2014-2016. Admettons toutefois que ces professionnels l'ES sont encore peu soutenus par une recherche impliquée à la fois en acquisition et en éducation, confère. Grandati 2001, Tortera et Dupuis 2019, Sardier et Roubaud 2020, ainsi que la section 3 du volume. Le présent chapitre vise en l'occurrence à recenser ce que peuvent être les apports directs d'une approche acquisitionniste sur ces questions. Après un point de quelques méthodes à même de fournir des éclairages sur le sujet, l'auteur expose la configuration que peut prendre dans ce domaine une recherche empirique en partie expérimentale, dont il retiendra ensuite, à titre de conclusion, quelques éléments de prospective. 2. Des apprentissages et des contextes. La socialisation de l'enfant dans un groupe de pairs restreint opère sur ses acquisitions langagières une triple influence. Outre la multiplication des stimuli interindividuels, elle conforte la fréquence de dialogue contextualisé, tout en favorisant chez les sujets les capacités de reprise et de reformulation, intra comme interdiscursives. Il s'agit par conséquent de prendre en compte les facteurs linguistiques et pour partie sociaux et culturels qui influencent l'expression du jeune enfant, y compris donc à travers ses propensions à prendre l'autre en compte, confère. François 1981, Holler, Opsy. Udelot et Salazar-Orvig, 2004, Plana, Silva et Borzone 2011, Canu et Spinoza et Vertalier 2013. On parle à cette fin, ici et là, de perspectives émergentistes, lesquelles sont abondamment représentées en linguistique de l'acquisition depuis les années 1980, voire Salazar-Orvig et Udelot, 1989, Bassano 2007. Croft 2012/14-15, en résume d'ailleurs l'enjeu dans les termes suivants. Competing motivation models have been proposed in language acquisition, and in language change. More recently, some functionalist linguists, P. Hopper, R. Langacker, J. Bybee, W. Croft, have emphasized the dynamic character of language in ordinary use, and have argued that a speaker's grammatical knowledge should not be considered to be as static and immuable as usually believed. They argue that a speaker's grammatical knowledge is not a tightly integrated system, but rather a more loosely structured inventory of conventionalized routines that have emerged through language use. Pour compte de routine,
Aborder l'effet d'acquisition en contexte éducatif suppose la prise en compte, non seulement des habiletés discursivo-sociales que l'enfant manifeste effectivement, mais aussi de ses représentations et de sa mémoire, des propos spontanés qui se tiennent dans l'instant aussi bien que de ceux qui précèdent. Concédons à ce titre que les données discursives ont depuis un certain temps la faveur des recherches sur corpus oraux, confère Dreyfus ici même. Cette ouverture a fait l'objet de plusieurs réflexions critiques, lesquelles relatent les multiples questions qui accompagnent le recours à ce type de production, à savoir que ces thématiques se révèlent tout aussi plurielles que peuvent l'être les approches méthodologiques qu'on leur assigne, Tortera 2010c, Perrault 2016. Outre la composition ou l'extraction du corpus, avec ce dont elles s'assortissent en termes de tri, dans les domaines de la collecte, du terrain prospecté, des enregistrements et des éventuelles transcriptions, le catalogage des éléments pris en compte ne va pas sans poser des difficultés elles aussi spécifiques. Les corpus oraux incluent en effet des données élémentaires ou primaires, les enregistrements, et d'autres complémentaires, qui renvoient notamment aux transcriptions et aux annotations. Leur analyse passe donc profitablement par l'écrit, avec l'ensemble des aménagements graphiques des données que cela suppose, Dister et Simon 2008, Boulton, Canu, Guérin, Paris-Sétine 2013. Pour autant, en dehors des pratiques matérielles de collecte, les transcriptions appliquées au dialogue de classe doivent présenter un minimum de garanties méthodologiques, sans lesquelles ce ne sont plus des réajustements qui sont effectués, mais une réécriture du document. De ce fait, si l'écrit implique un certain nombre de conformisations, comme une disposition textuelle unilinéaire, une faible variation graphique et une ponctuation spécifique, l'oral présente de nombreuses difficultés pour le traitement, au premier rang desquelles des disfluences, des données paraverbales, voire une part d'inintelligibilité dans certains cas, confère Pincemin 2007 sur 5-9. Dans une démarche longitudinale à caractère acquisitionnel, cela signifie qu'un suivi en contexte socio-éducatif d'un ou de plusieurs groupes d'enfants nécessite de concilier prise filmique, enregistrement individuel, écrit de travail et notes intermédiaires, confère Rinck, Lebon et Tortera 2019. Cette archivistique permet de documenter, dès le deuxième temps de la recherche, en milieu scolaire, l'année N+1, une répartition sur plusieurs effectifs avec un groupe cible et plusieurs groupes témoins, à savoir qu'un tel gabarit rejoint une configuration expérimentale, mais avec un protocole adapté au terrain et co-construit avec lui. Voici ce qu'un suivi évaluatif de ce type peut donner, à titre d'illustration, confère Tortera, Azaoui, Boutvin et Dupuis 2020. Du côté des matériels et des pratiques pédagogiques, l'un des défis d'une recherche en milieu analogue consiste alors à recenser avant tout leur appropriété pour la mesure des acquisitions discursives et d'acculturation des jeunes enfants, en particulier à travers, pour le moins, flèche vers la droite les manières dont l'enfant proprement prend la parole, Martel, 2009b, Tortera 2012b 2014. Flèche vers la droite son exercice assidu de trames narratives et de leurs éléments distributifs, personnages, objets et circonstances, comme d'autres routines langagières. Flèche vers la droite les récurrences discursives à l'œuvre, par exemple. L'impératif dans Promenons-nous, la numération dans un pas, deux pas, les locutions, etc. Mais aussi les constructions prépositives, coordinatives, subordinatives notamment, et les opérations telles que la détermination ou la modification. Les observables de terrain procurent divers types de démonstrations de ce que ces usages routiniers sont susceptibles de déclencher ou de faciliter dans l'expression des jeunes enfants. Les items liés à leur production s'avèrent évidemment variés, mais les plus significatifs correspondent, selon un mode acquisitionniste, aux éléments ci-dessous. Les questions de recherche dans ces contextes sont donc forcément pour certaines prédéfinies, pour d'autres exploratoires et régulièrement révisées compte tenu des conditions de travail, du côté des équipes et de suivi, chez l'ensemble des participants ES. L'un des dispositifs possibles revient à distinguer les éléments verbalisés avec de l'informulé, et d'autres, plus aboutis, dépassant la seule dénomination d'une matérialité, d'une personne ou d'un processus. Bien d'autres combinaisons existent de sorte à caractériser les éléments prédiqués, et à dégager plus singulièrement dans l'expression enfantine, les éléments révélant les habiletés langagières des sujets. De telles approches contribuent quoi qu'il en soit à établir une complémentarité entre des variables multiples, y compris dès les premiers dépouillements, confère
Tortera, de 010A. Les analyses qu'elles permettent sont susceptibles de révéler en quoi les habiletés en question, quand elles s'appliquent notamment aux usages narratifs, sont par ailleurs prédictrices de capacités liées à l'apprentissage de l'écrit, confère. Coletta, 2010, Tortera de 010B 2014, Dreyfus, Soulet, Dupuis et Castagnier-Ouadi 2017, Anctil et Sauvageau 2020. 3. Exemplification. 3.1. Le discours enfantin. Dans Tortera 2012A, nous avons détaillé sur quel type d'items semblables démarches peuvent se mettre en place en contexte préélémentaire. Le premier type d'indicateur distingue la qualité informationnelle, topicale, des productions verbales des jeunes enfants. Ainsi les éléments qui indiquent ce dont il est propos thématiques Veneziano et Udlo, 2002, Morgenstern 2006, et ceux qui prennent appui sur ces derniers et contribuent ainsi à la chaîne discursive, RHE accent aigumatique, Mitoun 1991, Melkuck 2001. À ces éléments s'ajoutent ceux moins abondants, qui proprement balisent les interventions Charol et al. 2005, Hacher et al. 2007, et enfin les coordonnants, les subordonnants et leurs assimilés que l'on peut regrouper sous la dénomination d'opérateurs. Prenons par exemple un dialogue spontané entre deux enfants de très petite section de maternelle, Montpellier Nord, Corpevey TPS-Bamich, 20-06-19-2 plus petit que minuit 8 flèche vers la droite minuit 31 plus grand que, lors d'un moment de jeu libre dans le coin cuisine de la classe, représentant une intonation montante à valence interrogative, flèche vers l'autre une intonation montante à valence intensive, une élision non standard, et des marques possales respectivement non marquées et suspensives. E1 plus petit que O, c'est plus grand que. E2 t'es pas ma copine. E1 y a t'es ma copine. E2 et c'est flèche vers le haut qui t'a donné plus petit que montrant un bracelet plus grand que. E1 ma maman. E2 ta maman et le bracelet. E1A, D. E2 et ta maman a dit oui. L'interlocution ainsi retranscrite permet de remarquer une prise en charge thématique plus significative, sur ce très court extrait, pour E2 que pour E1. De facto, c'est E2 qui débute le propos, mais aussi des reprises interdiscursives plus engagées chez cet enfant. Ces prises de parole concernent en effet, non seulement les éléments thématiques, les focus de ma copine et du bracelet, les questions, l'assentiment de la maman, ainsi que les relances des éléments RHE accent aigumatiques amorcés par E1. On note en outre, à titre d'illustration ici, bien entendu, la prédication dénoncée à 3 mots et plus, qui s'assortit d'initiatives verbales avérées. Pour ces types d'interlocutions sommaires, la classification la plus exacte à notre sens sur les traits de topicalité, thème REM, est celle de Dick 1997A et B. Tout à fait transposables en linguistique de l'acquisition, ces traits, de par leur minutie, sont en revanche difficiles à intégrer dans une analyse déjà multifactorielle. Plus manipulable, l'approche de Melkuck, Opsit, permet d'envisager la thématicité à travers les manifestations discursives de ce qu'il appelle la locutionality, laquelle est d'après lui signaled, performed ou communicated, une répartition qu'il est plus aisé d'opérationnaliser en terrain éducatif, et dont nous nous sommes inspirés pour distinguer les parts de dit et de non-dit représentées dans le discours enfantin, Tortera 2012B. Ainsi, dans la brève interaction reproduite ci-dessus, la différence entre les habiletés dialogales et interdiscursives de 2 vis-à-vis de celles manifestées par E1 semble marquante, comme en témoignent dans d'autres dialogues collectés les capacités de E1 à socialiser son expression tout en usant d'un lexique grammaire prédictible d'autres acquisitions. Il va de soi que même s'ils ne le notent pas forcément dans ces termes, les acteurs de terrain prennent régulièrement la mesure des compétences correspondantes, Tremblay et Anctil 2020. Mais du coup, comment suivre ces acquis dans le temps relativement long du dialogue pédagogique et des cycles d'apprentissage ? 3.2. Une recherche acquisitionnelle à Nice, 2013 à 2016. 3.2.1. Éléments de contexte. Ces approches de type acquisitionniste, et donc fondamentalement informées par les apports de la linguistique, s'appuient fréquemment sur des démarches expérimentales, en tout ou partie quantitatives. C'est le cas d'une recherche menée à Nice, France, de 2013 à 2016 avec le soutien de l'Institut français de l'éducation, IFE, et de la Direction générale de l'enseignement scolaire, DGESCO.
Désignée à travers le terrain socio-éducatif ou lieu de l'expérimentation, cette initiative, nommée Léa Nucera, a regroupé 5 chercheurs ES d'un laboratoire de recherche en éducation, I3DL, 29 expérimentateurs de terrain, des professeurs ES des écoles, dont 2 plus de maîtres que de classe, et 2 conseillères pédagogiques, 6 partenaires associatifs, au titre notamment du programme de réussite éducative, en lien avec la métropole, 5 bibliothécaires de quartier, ainsi que 2 représentants ES du politique, confèrent accent aigu G, dans ce volume les CHAP. 6 et 11. 3.2.2. Participants ES et procédures. Les effectifs d'enfants concernés ES, ces derniers ES issus ES de 4 micro-quartiers du Léa, se sont élevés à 237 sujets en année N, 221 en N+1 et 167 en N+2. Concrètement, l'expérimentation a débuté sans protocole définitif en se basant sur des observations, avec et sans prise filmique, de classes de petite à grande section de maternelle, enfants de 3 à 5 ans, et ce sur 7 mois par année de novembre à mai. Au cours de cette étude observationnelle ont été recensées les prises de parole, spontanées suscitées, les formes de socialisation ainsi que les modes d'interlocution engagés, verbales, paraverbales et non-verbales. Lors des séances, les professeurs ES des écoles pratiquaient les activités convenues, tandis qu'un accompagnant le plus généralement une conseillère pédagogique, consignait par écrit ce qu'il remarquait parmi les manifestations discursives des élèves. Il ne s'agissait donc pas d'une évaluation des acquis proprement dite, mais d'une construction conjointe d'observables comme suit. Cette première session a confirmé des disparités marquantes entre écoles, institutions d'accueil, mais également entre intervenants ES sur les formes de travail, de retravail et de suivi des apprentissages liés au lexique grammaire, en particulier sur les apports spécifiques du lexique pour l'expression et l'intégration discursive des éléments formulés. Ainsi, là où certains acteurs recourent à des tâches explicites sur les acceptions des mots, y compris sur le sens des prépositions et des conjonctions dans tel ou tel énoncé, sans les nommer tels quels bien entendu, ou sur leur formation par exemple, à travers les dérivés et les composés, beaucoup se saisissent d'occasions aléatoires, aux répercussions par ailleurs non évaluées. L'enjeu a donc été de formaliser pleinement dans les emplois du temps, des écoles, et les agendas, des milieux partenaires, les tâches concernées pour les groupes constituant la cohorte expérimentale du projet, tout en prévoyant des temps de concertation réguliers pour en unifier le plus possible la mise en œuvre opératoire. 3.2.3. Méthodologie. L'initiative ayant une dimension interprofessionnelle, cette première enquête a été mutualisée avec d'autres acteurs sociaux exerçant sur les terrains concernés. La même configuration a de ce fait été reproduite au cours des mêmes périodes par les représentants ES du secteur associatif, du travail social et des bibliothèques de quartier. L'objectif de croiser les observables des uns ES et des autres n'a été que partiellement atteint, du fait d'un manque de régularité dans les prises de notes lors des activités. Il a donc été convenu, afin de ne pas surgénéraliser des conclusions par ailleurs intermédiaires sur le poids des activités extrascolaires, de s'en tenir pour la partie hors école, au recensement de la participation effective des élèves aux initiatives partenariales. Une telle configuration a permis de mettre en place une évaluation multicritère, avec une batterie de groupes de tests par semestre, en lien avec l'assiduité des enfants aux activités proposées au sein des quartiers, ainsi que l'exemplifie pour l'année N+1 le tableau ci-dessous, extrait. Les notations indiquent les identifiants des élèves Léa ainsi que leur lieu de scolarisation, la date de naissance, données converties en mois dans les datas définitives, les résultats obtenus au test, acquis, non acquis et en cours d'acquisition, et enfin les participations aux différents projets des partenaires. Une telle évaluation générale permet de quantifier les réussites repérées lors des tests sur chacun des items 1, 2, 3.1 et 3.2 confère ci-après, en combinant ces données évaluatives avec les participations, non coefficientées, à différents programmes en relation directe avec l'expérimentation menée dans les classes. Comme décrit infra, les groupes témoins se sont constitués pour ainsi dire mécaniquement, ces derniers coïncidant avec les effectifs d'enfants montés dans la classe supérieure sans avoir eu accès aux séances spécifiques sur les points expérimentés, à partir du 3e semestre d'expérimentation. Du côté organisationnel, les activités pratiquées avec les élèves du groupe Léa l'ont été sans les effectifs témoins,
lesquels, à la faveur d'une organisation en barrette, ont pu profiter d'autres types d'activités. Il convient de préciser que les élèves des groupes témoins n'ont donc pas eu de déficit pédagogique ni d'abaissement d'horaire. Elles n'ont tout simplement pas participé aux activités expérimentales. Faute de matériel suffisamment mutualisable auprès de tous les participants ES, mais aussi de possibilités, au sein d'un réseau associatif multiconcurrentiel, de coordonner toutes les actions dans le temps, l'expérimentation s'est effectuée sur les années N+1, S1 et N+2, S1 et 2, et s'est restreinte à certains mécanismes d'intégration discursive des éléments du lexique. Il n'en demeure pas moins qu'en tant que propédeutique à une mobilisation plus ambitieuse, elle a permis d'établir ce que nous avons considéré comme des tendances mesurables. 2 panels expérimentaux ont par conséquent été appliqués, sur 5 semestres effectifs et 3 mesurés, autour du lexique effectivement travaillé et produit dans les classes comme en dehors du milieu scolaire. Le dispositif se présente comme suit. Pré-test flèche vers la droite, séance spécifique en classe, activités similaires en d'autres milieux socio-éducatifs flèche vers la droite, post-test X, n égale 221 sur un semestre, n égale 167 sur 2 semestres. Au cours des tests, passés en relation duel enfant-enquêteur Trice, avec un minutage des questions et des relances, les items ont été répartis en 3 rubriques correspondant à une typologie d'habileté de reconnaissance, de réemploi et de capacité déductive. Les activités mises en place coïncidaient évidemment avec les types d'apprentissage appariés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.